Le bruit du métal claquant contre le métal résonna à travers le poste de contrôle de sécurité comme un coup de feu. Enlevez la veste maintenant. Le sergent-chef Silas Briggs se tenait les bras croisés sur la poitrine, regardant de haut la femme devant lui comme si elle était une ordure qui s'était égarée dans la plus grande base navale de la côte est des États-Unis. La femme resta immobile. Ses cheveux étaient un enchevêtrement sale, non lavé et pendant mollement autour d'un visage sans expression. Elle portait une veste en jean délavé, usée au coude, et un jean troué aux genoux qui évoquait la pauvreté plutôt que la mode. Passe de sac, pas de portefeuille, aucune pièce d'identité, et pas un seul mot d'explication. Je vous ai dit de l'enlever. Briggs s'avança, sa voix portant à travers toute la zone de sécurité, avec l'autorité d'un homme qui n'avait jamais remis en question son propre pouvoir. Ou je demanderai à quelqu'un de le faire pour vous. 23 pères d'yeux se tournèrent vers eux. Des soldats s'arrêtèrent en pleine foulée. Des contractuels civils levèrent les yeux de leurs papiers. Un vétéran âgé en fauteuil roulant se pencha en avant, ses yeux usés se plissant tandis qu'il observait la scène. La femme retira lentement sa veste. En dessous, un t-shirt gris, vieux et trop grand, pendait lâchement sur une silhouette qui semblait presque fragile. Elle ne devait pas peser plus de 50 kilos. Ses bras étaient minces, ses épaules voûtées, tout en elle criait la vulnérabilité. La spécialiste Amber Lawson laissa échapper un rire aigu depuis derrière le comptoir d'inspection, probablement une sans-abri cherchant un endroit pour dormir. Norfolk en est pleine. Elle sortit son téléphone personnel et prit une photo, composant déjà la légende dans sa tête. Briggs arracha la veste des mains de la femme et fouilla les poches avec une rudesse délibérée. Rien, absolument rien. Il jeta la veste sur le sol en béton. Non, silence. Je vous ai demandé votre nom. La femme leva la tête et, pour la première fois, elle regarda directement dans les yeux de Briggs. Ce regard n'appartenait pas à une sans-abri. Il n'appartenait pas à une victime. C'était le regard de quelqu'un qui évaluait, mesurait, enregistrait chaque détail avec la précision d'une machine. Mais Briggs ne le remarqua pas. Dans les 20 minutes suivantes, tout ce qu'il croyait savoir allait s'effondrer complètement. Les lumières fluorescentes du poste de contrôle bourdonnaient au-dessus, projetant des ombres dures sur le sol poli. Au-delà des barrières de sécurité s'étendait la base navale de Norfolk, abritant la plus grande concentration de puissance navale dans l'hémisphère occidental. Port avions, destroyers, sous-marins, le cœur battant de la suprématie navale américaine. Et à ses portes se tenait une femme qui ressemblait à quelqu'un qui s'était égaré d'un arrêt de bus. Briggs la contourna lentement, comme un prédateur cercle une proie blessée. C'était un grand homme, Juan, poitronnette avec des épaules qui tendaient à son uniforme. Et il avait passé 12 ans dans des postes de sécurité qui lui avaient appris une chose par-dessus tout. Les civils étaient des moutons, et les moutons avaient besoin qu'on leur montre qui tenait la crosse. Vous comprenez que vous êtes en infraction sur une propriété fédérale. Sa voix dégoulinait de condescendance. C'est un crime. 5 ans minimum. Peut-être plus si on découvre que vous travaillez pour quelqu'un. La femme ne dit rien. Peut-être qu'elle ne parle pas anglais, suggéra Connor Reed. Il était jeune, à peine 21 ans, avec un visage qui gardait encore des rondeurs enfantines. Soldat de première classe, tout juste sorti de l'entraînement et impatient de se prouver auprès des gardes seniors. Il passa devant la femme et laissa sa botte accrocher sa cheville, trébuchant dramatiquement. Oups, désolé pour ça. La femme ne tomba pas. Elle ne vacilla même pas. Ses jambes restèrent fermes comme si elles étaient ancrées dans le béton, absorbant l'impact avec une stabilité presque mécanique. Les sourcils de Connor se levèrent légèrement, mais il secoua la tête et rejoignit Amber au comptoir. Vérifiez à nouveau la base de données, ordonna Briggs. Femme, environ 45 à 50 ans. Juan, 68. Aucun signe distinctif visible, aucune identification. Croisé avec les personnes disparues, le maître de deuxième classe Flynn Garrett hocha la tête et se tourna vers son ordinateur, ses doigts se déplaçant sur le clavier avec une efficacité exercée. C'était le spécialiste technique du groupe, méthodique et précis, et contrairement à ses collègues, il ne prenait aucun plaisir au spectacle qui se déroulait devant lui. Quelque chose dans l'immobilité de la femme le dérangeait. Elle était trop complète, trop contrôlée. Les yeux de la femme se déplaçaient presque imperceptiblement, balayant le poste de contrôle selon un motif que Flynn ne pouvait pas tout à fait identifier. Elle regarda la caméra montée dans le coin éloigné, puis celle au-dessus de la porte, puis l'espace entre elles. Son regard s'attarda sur le capteur de mouvement près de l'entrée principale.
puis se déplaça vers la grille de ventilation près du plafond, 3 secondes, peut-être 4, et quelque chose dans son expression changea, si subtil que si vous cligniez des yeux, vous l'auriez manqué. Le vétéran âgé en fauteuil roulant le remarqua. Son nom était Hector Morrison, 70 ans, un survivant de la guerre du Vietnam qui avait vu plus de combats que tous dans ce poste de contrôle réuni. Il était venu rendre visite à un vieil ami dans l'aile de l'hôpital, mais maintenant il était figé, observant la femme avec une intensité qui frôlait la reconnaissance. Amenez-la dans la salle d'inspection, commanda Briggs. Foule complète. 2 gardes s'avancèrent, mais la femme parla avant qu'ils ne puissent la toucher. Salle d'inspection. Pas ici. Sa voix était neutre. Plate, complètement dépourvue d'émotion. Mais il y avait quelque chose dessous, quelque chose qui fit reculer Connor sans qu'il s'en rende compte. Briggs rit. C'était un son cruel conçu pour humilier. Vous pensez pouvoir faire des demandes. Madame, vous êtes à 3 secondes de passer la nuit dans une cellule de détention. Bougez. Ce que le sergent Briggs ne réalisait pas, c'était que chaque mot qu'il disait, chaque action qu'il prenait était enregistrée. Pas par des caméras, par quelque chose de bien plus dangereux. Si vous pensez savoir où va cette histoire, je vous promets que vous vous trompez. Appuyez sur le bouton s'abonner maintenant, parce que ce qui se passe ensuite va complètement changer la façon dont vous voyez cette femme. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer le moment où tout s'effondre. La salle d'inspection était petite, à peine 3 mètres sur 3, 60 minutes, avec des murs en béton peints en gris gouvernemental et une table unique boulonnée au sol. Un miroir sans teint dominait un mur, bien que personne ne regarde de l'autre côté. La caméra dans le coin avait une lumière rouge qui aurait dû clignoter mais ne le faisait pas. La femme le remarqua immédiatement. Elle entra dans la pièce et se positionna dans le coin éloigné, dos au mur, avec une ligne de vue claire vers la porte. C'était le genre de positionnement que Briggs avait vu dans les manuels d'entraînement, le genre que les vétérans de combat faisaient instinctivement après des années à devoir surveiller leurs arrières, mais cette femme était une sans-abri, probablement malade mentale, définitivement pas une menace. Brass tendus, commanda Amber, enfilant une paire de gants en latex avec un claquement exagéré. Elle les avait suivis dans la pièce, impatiente de faire partie de ce qui allait se passer. Nous allons procéder à une fouille approfondie pour votre sécurité et la nôtre. La femme étendit ses bras. Amber commença par les poches du jean, ne trouvant rien d'autre que de la peluche. Puis elle passa à la ceinture, aux chaussettes, au col du t-shirt. Ses mains étaient rudes, délibérément, traitant le corps de la femme comme un objet à traiter plutôt qu'une personne à respecter. Qu'est-ce que c'est? Les doigts d'Amber se refermèrent sur quelque chose sous le tissu gris, une chaîne cachée sous le chemise. Elle la tira d'un coup sec, sortant une fine chaîne en argent avec un petit pendentif métallique. Le pendentif était inhabituel, ni tout à fait rond, ni tout à fait carré. La surface avait été usée lisse par des années de manipulation, mais de faibles marques étaient encore visibles si on regardait de près. Des symboles qui ne signifiaient rien pour les yeux non entraînés d'Amber. Qu'est-ce que c'est? Un genre de porte-bonheur. Elle le leva à la lumière, l'examinant avec une curiosité feinte. On dirait quelque chose qu'on trouve dans une boîte de céréales. Les yeux de la femme suivirent le pendentif, mais son expression resta inchangée. C'est une médaille de défi, dit une voix depuis la porte. Tout le monde se tourna. Le maître principal, Caleb Porter, se tenait sur le seuil, son visage buriné indéchiffrable. Il était dans la fin de la cinquantaine, avec des cheveux gris coupés ras, et l'autorité tranquille qui venait de décennies de service. Il passait par là quand quelque chose l'avait arrêté, quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. « Laissez-moi voir ça », dit-il, entrant dans la pièce sans demander la permission. Amber hésita, puis le lui tendit. Porter tourna la médaille dans ses doigts, son front se plissant tandis qu'il étudiait la surface usée. Les symboles étaient presque complètement effacés, mais il pouvait distinguer des fragments. Un aigle, un trident, des chiffres qui pourraient être une date ou autre chose entièrement. Pendant un instant, quelque chose traversa son visage. Reconnaissance, inquiétude. Cela disparut avant que quiconque ne puisse l'identifier. « Où avez-vous eu ça ?» demanda-t-il à la femme, sa voix plus douce qu'elle n'avait le droit de l'être. Elle ne répondit pas. « Maître principal, c'est une affaire de sécurité, » interrompit Briggs, son ton indiquant clairement que la présence de Porter était indésirable. « Nous nous en occupons à partir d'ici. » La mâchoire de Porter se serra presque imperceptiblement. Il regarda la femme une fois de plus, quelque chose d'inexprimé passant entre eux.
puis il recula. Bien sûr, Sergeant. Je m'assure juste que le protocole est suivi. Il posa la médaille sur la table et partit, mais pas sans jeter un regard par-dessus son épaule. La femme le regarda s'éloigner. Le maître principal Porter sortit sa tablette, l'un de ces appareils militaires robustes conçus pour survivre aux tempêtes de sable, aux chutes et aux zones de combat. Le genre avec un stockage crypté qui pouvait contenir des documents classifiés sans laisser d'empreinte numérique. Il tapa l'écran 2 fois, ses doigts burinés se déplaçant avec une efficacité exercée, et commença à consulter les protocoles de sécurité de la base. Ce qu'il trouva allait tout changer. De retour dans la salle d'inspection, l'atmosphère s'était alourdie. Briggs se tenait les bras croisés, observant tandis qu'Amber continuait sa fouille. La femme avait été soumise à une palpation qui frôlait l'agression, ses vêtements examinés centimètre par centimètre, et pourtant, elle n'avait pas protesté, n'avait rien fait d'autre que rester là avec cette immobilité déconcertante. Rien sur elle. Report à Amber. La frustration s'insinuant dans sa voix. Pas d'armes, pas de drogue, pas d'identité. Juste cette stupide médaille. Et le détecteur de métal? Demanda Briggs. Il a signalé quelque chose sur son côté gauche. Ça devait être la chaîne. C'est le seul métal qu'elle a. Briggs n'était pas satisfait. Il s'approcha de la femme, envahissant son espace personnel avec une agressivité délibérée. « Qui êtes-vous? Et ne me donnez pas le traitement du silence. Je fais ça depuis 12 ans. Je peux rendre votre vie très difficile. » La femme inclina légèrement la tête, comme si elle considérait ses mots, puis elle parla, sa voix toujours plate, mais avec quelque chose de nouveau dessous. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement. « Vous devriez vérifier votre caméra. » Briggs cligna des yeux. Quoi? Coin supérieur gauche. La lumière rouge ne clignote pas, ce qui signifie qu'elle est soit désactivée, soit qu'elle enregistre sur une source externe. Votre capteur de mouvement près de la porte a un délai de 3 secondes entre l'activation et l'alerte. Largement assez de temps pour que quelqu'un se faufile. Et la grille de ventilation au-dessus de nous, pas d'écran de sécurité. Un enfant pourrait passer à travers la pièce devint silencieuse. Flynn, qui les avait suivis avec son ordinateur portable, consulta immédiatement les diagnostics de sécurité. Son visage pâlit. « Elle a raison, dit-il. Sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La caméra est hors ligne depuis 6 heures. Le capteur de mouvement montre un délai de exactement 2 secondes et la ventilation. Il fit défiler les schémas du bâtiment. Il n'y a pas de grille de sécurité installée. C'est sur la liste des demandes de maintenance depuis 8 mois. La bouche d'Amber s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. Connor semblait sur le point de vomir. Et Briggs restait figé, son visage passant par la confusion, la colère, et quelque chose qui pourrait être le premier frémissement de la peur. « Comment savez-vous ça? » demanda-t-il. « Comment diable savez-vous ça? » La femme ne répondit pas. Elle se contenta de regarder l'horloge au mur. Il était 14h32. Elle était dans le poste de contrôle depuis exactement 17 minutes. La porte s'ouvrit et la lieutenant-commandante Fiona Drake entra dans la pièce déjà bondée. Elle était grande, anguleuse, avec des traits acérés et l'expression de quelqu'un qui n'avait ni le temps ni la patience pour ce qui se passait ici. « Que se passe-t-il? » demanda-t-elle, ses yeux balayant la scène. « J'ai un briefing dans 20 minutes et j'entends des rapports sur une sorte d'incident. Femme non identifiée. Madame, Reporter Briggs. Se mettant au garde à vous, pas d'identité, pas d'explication, refus de répondre aux questions. Nous procédons à une fouille approfondie. » Drake regarda la femme, prenant en compte l'apparence négligée, les vêtements usés, la pauvreté apparente. Sa lèvre se retroussa légèrement. C'est ça qui cause tout ce remue-ménage. Une vagabonde sans abri. Elle vérifia sa montre. Traitez-la et passez à autre chose. Sergeant, nous n'avons pas toute la journée. Oui, madame, nous sommes juste, j'ai dit traitez-la. La voix de Drake ne laissait aucune place à l'argumentation. Suivez le protocole. Documentez tout et soit libérez-la. Soit remettez-la aux policiers militaires. Peu m'importe laquelle. Faites-le. C'est tout. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Ed Sergeant, assurez-vous que ça ne se reproduise pas. La sécurité devrait pouvoir gérer une femme non armée sans en faire un cirque. Elle était partie avant que Briggs ne puisse répondre. La femme observa le départ de Drake avec ses mêmes yeux mesurants. Quand la lieutenant-commandante passa directement devant elle, elle ne détourna pas le regard. Elle ne recula pas, et pendant un instant, si bref que personne d'autre ne le remarqua, Drake hésita, son pas faibli d'une demi-foulée, comme si une partie primitive de son cerveau avait enregistré une menace que son esprit conscient ne pouvait identifier. Puis elle fut dehors, ses talons claquant contre le sol en béton. À l'extérieur de la salle d'inspection, une petite foule s'était rassemblée. Le mot s'était répandu dans le poste de contrôle comme une traînée de poudre, et maintenant, soldats et civils
trouvait des excuses pour traîner près des fenêtres, espérant apercevoir ce qui se passait à l'intérieur. Parmi eux se trouvait Willow Chen, 19 ans. 3 semaines après le camp d'entraînement, et si novice qu'elle sursautait encore quand des officiers seniors passaient, elle se rendait pour prendre son service quand le tumulte avait attiré son attention. Et maintenant, elle se tenait à l'arrière de la foule, observant avec de grands yeux. « Qui est-elle » demanda-t-elle au soldat à côté d'elle. « Un spécialiste nommé Marcus, stationné à Norfolk depuis 3 ans. Marcus haussa les épaules. Personne ne sait. Pas d'identité, pas d'histoire. » Elle s'est juste approchée de la porte et s'est tenue là. Briggs perd la tête. Devrions-nous faire quelque chose? Marcus Ritt. Comme quoi, entrer et lui demander gentiment. Crois-moi, Chen, quoi qu'il se passe là-dedans, tu ne veux pas en faire partie. Contente-toi d'observer et d'apprendre. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans la vraie Navy. À l'intérieur de la pièce, la vraie Navy démontrait exactement comment les choses fonctionnaient. Briggs s'était remise de sa confusion momentanée et canalisait maintenant cela en colère. « Je ne sais pas comment vous connaissez nos systèmes de sécurité, dit-il, s'approchant encore plus de la femme. Mais ça me dit que vous n'êtes pas une sans-abri ordinaire. Vous avez surveillé cet endroit, probablement en train de planifier quelque chose. Sergeant, commença Flynn. Taisez-vous. Garrett, je m'en occupe. Briggs sortit sa radio. IC Post Alpha. J'ai besoin de la police militaire dans la salle d'inspection principale. Nous avons une menace de sécurité potentielle. L'expression de la femme ne changea pas, mais quelque chose bougea dans la pièce. L'air sembla s'alourdir. Amber recula inconsciemment, se positionnant plus près de la porte. Vous savez ce que je pense, continua Briggs, sa voix basse et dangereuse. Je pense que vous êtes une sorte d'espionne, peut-être russe, peut-être chinoise. Ça expliquerait pourquoi vous en savez autant sur nos systèmes. Ça expliquerait pourquoi vous ne parlez pas. Il sourit, l'expression laide de satisfaction. Les policiers militaires vous feront cracher la vérité. Ils ont des méthodes. La porte s'ouvrit à nouveau et le fauteuil roulant entra. Hector Morrison, le vétéran du Vietnam, avait manœuvré son fauteuil dans le couloir et à travers la foule grandissante, et maintenant, il se tenait dans l'embrasure avec une expression qui le faisait paraître des décennies plus jeune. « Phils, dit-il, sa voix portant le gravier de 78 ans de vie dure, je pense que vous faites une très grosse erreur. » Briggs se tourna. « Monsieur, c'est une zone restreinte. Vous devez partir immédiatement. J'ai servi 32 ans dans l'armée de ce pays, dit Hector, ses yeux ne quittant jamais la femme. Commencé comme soldat, fini comme colonel. J'ai vu beaucoup de choses pendant ces années. Des choses qui vous donneraient des cauchemars pour le reste de votre vie. » Il s'arrêta, son regard s'aiguisant. « Et j'ai appris à reconnaître certaines qualités, des qualités que la plupart des gens manquent. Monsieur, je vais devoir vous demander de... Cette femme, continua Hector, pointant un doigt noueux vers elle, n'est pas ce que vous pensez. Pas du tout. » Le visage de Briggs rougit de colère. « Avec tout le respect, monsieur, cela ne vous concerne pas. Maintenant, veuillez partir avant que je ne vous fasse escorter. » Pendant un long moment, Hector ne bougea pas. Il resta assis là, regardant la femme avec quelque chose qui pourrait être du respect, pourrait être de la reconnaissance. Puis il secoua lentement la tête. « Quand vous réaliserez ce que vous avez fait, dit-il calmement, rappelez-vous que j'ai essayé de vous avertir. » Il tourna son fauteuil et s'éloigna, laissant un silence qui semblait résonner de sens inexprimé. « Avez-vous vu ça? La façon dont elle a bougé. Quelque chose ne va pas du tout ici. Ou très bien. Selon de quel côté vous êtes? Laissez un commentaire ci-dessous avec votre théorie sur qui elle est vraiment. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce que la vérité commence à sointer par les fissures, la police militaire arriva à 14h47. Le sergent-major Theo Grant et le caporal Isaac Webb, 2 hommes qui semblaient taillés dans le même bloc de granit. Grant était l'officier senior, mi-cinquantaine avec des cheveux poivre et sel et un visage qui avait vu trop de conseils de guerre pour les compter. Webb était plus jeune, plus silencieux, avec les yeux vigilants de quelqu'un qui avait appris que le silence était souvent plus utile que la parole. Sergeant Briggs, dit Grant, examinant la scène avec un détachement professionnel. Rapport, femme non identifiée. Sergeant Major, pas d'identité, pas de coopération. Menace de sécurité potentielle. Elle a démontré une connaissance détaillée de nos systèmes de sécurité. Emplacements des caméras. Délai des capteurs. Vulnérabilité structurelle. Je crois qu'elle pourrait avoir mené une reconnaissance pour une partie hostile. Les yeux de Grant se posèrent sur la femme. Elle n'avait pas changé de position depuis qu'elle était entrée dans la pièce. Toujours debout dans ce coin dos au mur, toujours observant tout avec ses yeux sombres mesurant. « Madame, dit Grant. » Et le mot sortit différemment que de la bouche de Briggs. Plus doux,
presque respectueux. Comprenez-vous pourquoi vous êtes détenu? La femme rencontra son regard. Quelque chose passa entre eux. Un éclat que Webb attrapa, mais que Briggs manqua entièrement. La posture de Grant changea presque imperceptiblement. Ses épaules se redressèrent. Son menton se leva. Madame, dit-il à nouveau, y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire avant que nous procédions? La femme parla. 3 mots. Appelez le commandant Hayes. Le nom atterrit comme une bombe dans la petite pièce. Le commandant Solomon Hayes était l'officier commandant de la base navale de Norfolk, l'homme qui supervisait tout ce qui se passait dans ses portes, l'homme dont l'emploi du temps était géré par 3 assistants et dont le temps valait plus que ce qu'aucun d'eux ne gagnerait jamais dans une vie. Amber rit nerveusement. Vous ne pouvez pas juste demander le commandant. Savez-vous qui il est? Je sais exactement qui il est, dit la femme. C'était la phrase la plus longue qu'elle avait prononcée depuis son arrivée. Drake, qui était revenu après avoir reçu la notification des policiers militaires, secoua la tête avec un mépris à peine dissimulé. C'est ridicule. Elle est clairement délirante. Traitez-la et qu'on en finisse. Madame, dit Grant lentement, ses yeux toujours fixés sur la femme, vous me demandez de contacter l'officier commandant de cette base. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire sans justification. La femme ne cligna pas des yeux. Vous trouverez la justification? Je suggère que vous passiez l'appel. Assez, Briggs s'avança, menottes à la main, Sergeant Major, avec votre permission. J'aimerais menotter la suspecte. Et il tendit la main vers son poignet. Ce qui se passa ensuite prit moins de 2 secondes. Le corps de la femme pivota, un mouvement contrôlé qui utilisa l'élan de Briggs contre lui. Son bras bougea en un arc précis, brisant sa prise avec une technique que Flynn identifierait plus tard de son entraînement aux arts martiaux comme une manipulation articulaire parfaite. Briggs trébucha en arrière, déséquilibré, et sa main jaillit instinctivement, attrapant la seule chose à portée, le chemise de la femme. Le tissu, déjà vieux et usé, se déchira de l'épaule jusqu'au milieu de sa poitrine, et la pièce devint complètement immobile. La déchirure exposa son épaule gauche et une partie de sa poitrine supérieure. La peau là était pâle, marquée de vieilles cicatrices qui racontaient des histoires de violence surmontées, mais ce n'étaient pas les cicatrices qui firent figer tout le monde. C'était le tatouage, au-dessus de son cœur, ancré en noir qui avait légèrement pâli avec l'âge, mais restait indubitablement clair. Un aigle tenant un trident dans une serre et un pistolet dans l'autre. Au-dessous de l'aigle, une ancre, et dessous cela, petit mais parfaitement lisible, les mots qui firent fléchir les genoux du sergent-major Grant, DevGru 7, Groupe de développement de guerre navale spéciale. Équipe SEAL 7, l'unité d'opération spéciale la plus élite de l'armée américaine. Une unité si classifiée que son existence même avait été officiellement niée pendant des décennies. Personne ne bougea, personne ne respira. Le téléphone d'Amber glissa de ses doigts et claqua contre le sol. Connor Reed émit un son comme un animal blessé. Flynn Garrett fixait son écran d'ordinateur où une recherche classifiée retournait des résultats qui lui glaçaient le sang. Et le maître principal Caleb Porter, qui avait observé à travers le miroir sans teint depuis la salle d'observation voisine, leva lentement la main à son front. Il salua. Le bruit de pas résonna dans le couloir. Lords, déterminé, le genre de pas qui faisait redresser instinctivement les officiers juniors. Le commandant Solomon Hayes apparut dans l'embrasure. C'était un grand homme, imposant avec 35 ans de service inscrits dans les lignes de son visage. Il avait commandé des destroyers, dirigé des forces opérationnelles, survécu à 3 déploiements de combat. Il y avait très peu de choses dans ce monde qui pouvaient le surprendre. Mais la femme aux chemises déchirées le surprit. Son visage passa par des émotions en succession rapide. Agacement d'être appelé loin de ses devoirs. Confusion face à la scène devant lui. Reconnaissance quand ses yeux trouvèrent le tatouage. Et puis quelque chose qui ressemblait fort à de la terreur. Il se mit au garde à vous. Sa main se leva en un salut si net qu'il semblait trancher l'air. Amiral Callahan. Madame, je n'avais pas été informé de votre inspection. La femme, l'amiral Ivory Callahan, contre-amiral inférieur, commandant adjoint du commandement de guerre navale spécial, le regarda avec ses mêmes yeux mesurants. Ça, dit-elle calmement, était le but. Commandante, la température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Briggs avait pâli, son visage de la couleur d'un vieux journal. Amber pleurait silencieusement, des larmes coulant sur son visage, tandis que la réalité de ce qu'elle avait fait commençait à s'imposer. Connor s'était assis par terre, ses jambes apparemment incapables de le soutenir plus longtemps. Vous, la voix de Drake sortit comme un croassement. Vous êtes une amirale. Contre-amiral, Courageous Callahan, sa voix toujours parfaitement neutre, commandant adjoint du commandement de guerre navale spécial, opérant sous autorisation de protocole fantôme du secrétaire de la Navy. Elle s'arrêta, laissant les mots s'imprégner.
C'était une évaluation noire de vos procédures de sécurité, un test pour voir comment votre personnel réagirait à un individu inconnu tentant d'entrer dans la base. Et Hayes demanda, bien que son expression indiqua qu'il connaissait déjà la réponse. Callahan regarda lentement autour de la pièce. À Briggs, qui ne pouvait pas rencontrer ses yeux. À Amber, qui sanglotait maintenant. À Connor, toujours par terre. À Flynn, qui se tenait au garde-à-vous avec la posture rigide d'un homme face à un peloton d'exécution. À Drake, dont le visage était passé du mépris à l'horreur. Échec, dit-elle. Échec complet et systématique. Le mot plana dans l'air comme une sentence de mort. Amiral Hayes commença. Je veux vous assurer que ce comportement ne représente pas. Épargnez-moi ça, commandant. La voix de Callahan trancha ces mots comme une lame. J'ai été détenu pendant 32 minutes. Pendant ce temps, j'ai été verbalement maltraité, physiquement malmené, menacé d'emprisonnement et ordonné de me soumettre à une fouille à nu dans une zone publique. Elle leva les restes déchirés de son chemise. Mes vêtements ont été endommagés. Ma dignité a été agressée. Et pas une fois quelqu'un n'a pensé à vérifier mon identité par les canaux appropriés. Elle marcha vers la table où reposait encore sa médaille de défi, la ramassant et la tournant dans ses doigts. Savez-vous ce que c'est? Sergeant Briggs. Briggs ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. C'est une médaille de l'équipe SEAL 7. Donnée par mes coéquipiers après notre première opération réussie à Kandahar, octobre 2001. Je la porte depuis 23 ans. Elle regarda Amber. Vous l'avez appelé quelque chose d'une boîte de céréales. Amber émit un son étouffé. Commandant Hayes, continua Callahan, je veux un rapport complet sur mon bureau d'ici 17 heures demain. Dossier personnel de tous ceux impliqués dans cet incident. Reports d'entraînement. Évaluation de performance. Tout, oui, amiral. Et commandant. Elle se tourna pour lui faire face directement. Appelez votre bureau, Jag. Plusieurs de vos gens vont avoir besoin d'avocats. Le silence qui suivit fut absolu. À l'extérieur de la salle d'inspection, la foule qui s'était rassemblée était devenue complètement immobile. Le mot se répandait dans le poste de contrôle comme des ondulations dans un étang. Des téléphones apparurent dans les mains, mais personne n'osa enregistrer. C'était quelque chose dont on murmurerait, pas qu'on filmerait. Willow Chen se tenait au bord de la foule, sa main figée à mi-chemin vers sa poche où reposait son propre téléphone. Elle avait été sur le point de prendre une vidéo. Quelque chose l'avait arrêtée. Maintenant, observant à travers la fenêtre tandis que l'amiral se tenait au milieu des décombres de carrière qu'elle venait de détruire, Willow comprit pourquoi son instructeur de camp d'entraînement avait passé tant d'heures à marteler une leçon dans leur tête. Ne jamais supposer, ne jamais sous-estimer et ne jamais oublier que les personnes les plus dangereuses au monde sont souvent celles qui paraissent le moins menaçantes. Hector Morrison fit rouler son fauteuil roulant vers la scène, s'arrêtant à côté de Willow. « Vous n'avez pas enregistré, observa-t-il. »« Non, monsieur. »« Pourquoi pas? » Willow y pensa un moment. Ça ne semblait pas correct. C'est au-dessus de mon grade. Le vieux vétéran sourit, révélant des dents jaunies par l'âge, mais encore aiguisées. Feel intelligent. La plupart des gens de votre âge auraient mis cette vidéo sur Internet avant que l'amiral ait fini de parler. Il hocha la tête vers la salle d'inspection. Vous savez ce que vous venez de voir. Je ne suis pas sûr. Monsieur, des conséquences, dit Hector. De vraies conséquences. Quelque chose que beaucoup de gens oublient d'exister dans ce monde. Il commença à s'éloigner, puis s'arrêta. J'ai servi sous l'amiral Elmo Zumwalt au Vietnam, l'un des plus grands leaders navals de l'histoire. Vous savez ce qui le rendait grand? Willow secoua la tête. Il n'oubliait jamais que chaque personne en uniforme était d'abord un être humain. Il jugeait les gens par leurs actions, pas par leur apparence. Hector fit un geste vers l'amiral Callahan. Elle me rappelle lui, souvenez-vous-en. Il s'éloigna, laissant Willow seule avec ses pensées, à l'intérieur de la salle d'inspection. Le choc initial cédait la place à la froide et dure réalité de ce qui venait ensuite. Le commandant Hayes avait renvoyé tout le personnel non essentiel, ne laissant que lui-même, l'amiral Callahan, les 5 individus principaux impliqués dans l'incident, et le sergent-major Grant, qui avait été identifié comme la seule personne à avoir traité l'amiral avec un respect approprié avant que son identité ne soit révélée. Amiral Hayes dit prudemment. Puis-je demander comment vous souhaitez procéder? Callahan avait récupéré sa veste en jean là où Briggs l'avait jetée par terre. Elle l'enfila par-dessus son chemise déchirée, couvrant les tatouages qui avaient tout changé. D'abord, dit-elle, je veux revoir les images de sécurité de cet incident. Toutes, bien sûr. Deuxièmement, je veux voir les rapports d'inspection de ce poste de contrôle remontant à 6 mois, incluant les journaux d'entraînement.
les dates de certification et tout incident précédent impliquant des détenus civils. Je les compilerai dans l'heure. Troisièmement, elle se tourna pour faire face aux 5 personnes dont elle tenait maintenant les vies entre ses mains. Je veux parler à chacun d'eux individuellement, en commençant par le sergent Briggs. La lieutenant-commandante Drake pensa à sa carrière. 15 ans de service, son fonds de retraite militaire, la police d'assurance-vie pour vétérans qu'elle avait amélioré le mois dernier. Tout ce pourquoi elle avait travaillé pouvait disparaître en un seul moment de mauvais jugement. La couverture spécialisée pour les familles militaires n'était pas bon marché. Mais en regardant la femme devant elle maintenant, Drake réalisa que certaines décisions coûtaient bien plus que de l'argent. Les entretiens individuels eurent lieu dans le bureau de Hayes, un étage au-dessus du poste de contrôle. C'était une pièce d'angle avec des fenêtres donnant sur la base, les murs couverts de commendations et de photos de navires que Hayes avait commandés. Un drapeau américain se tenait dans un coin. Un fanion de l'Académie navale pendait derrière le bureau. Briggs fut le premier. Il entra dans le bureau comme un homme marchant vers son exécution, ce qui n'était pas loin de la vérité. Callahan s'assit derrière le bureau de Hayes. Le commandant avait insisté. Un geste de déférence qui en disait long sur les dynamiques de pouvoir en jeu. Elle ne leva pas les yeux quand Briggs entra. Elle lisait quelque chose sur une tablette, son doigt glissant lentement sur l'écran. « Asseyez-vous, Sergeant. » Briggs s'assit, ses mains tremblaient. 12 ans dans des postes de sécurité. Dit Callahan, lisant toujours. Promu 2 fois. Réprimandée 1 fois en 2018 pour usage excessif de la force lors d'une détention, elle leva les yeux. Cette réprimande a été retirée de votre dossier après que vous ayez déposé une plainte. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit dans cette plainte? Le gosier de Briggs se serra. J'ai dit que la force était justifiée, vu le niveau de menace. La détenue était une dépendante de 17 ans qui avait oublié sa carte d'identité. La voix de Callahan était glaciale. Elle pesait 41 kilos. Elle pleurait et vous l'avez jetée contre un mur assez fort pour laisser des bleus. Le rapport. J'ai lu le rapport. J'ai aussi lu la déclaration d'incident originale avant qu'elle ne soit modifiée par votre superviseur. Elle posa la tablette. Je vais vous poser une question, Sergeant, et je veux que vous y pensiez très attentivement avant de répondre. Pourquoi m'avez-vous traité comme vous l'avez fait? Briggs ouvrit la bouche. La ferma, l'ouvrit à nouveau. Le protocole stipule. Le protocole ne stipule pas que vous deviez jeter les effets personnels d'un détenu par terre. Le protocole ne stipule pas que vous deviez les moquer, les menacer ou ordonner une fouille à nu dans une zone publique. Le protocole stipule que vous devez identifier, documenter, vérifier et escalader. Callahan se pencha en avant. Vous n'avez fait aucune de ces choses. Alors je demande à nouveau, pourquoi? Le silence s'étira. Quand Briggs parla enfin, sa voix était à peine audible. Parce que je le pouvais? Callahan hocha lentement la tête. Parce que vous le pouviez, parce que vous aviez le pouvoir et que elle, je n'en avais aucun. Parce qu'il n'y avait pas de conséquences, pas de surveillance. Personne qui croirait ma parole contre la vôtre. Elle se leva. Ça, Sergeant, c'est la définition de l'abus d'autorité. Et dans la Navy des États-Unis, l'abus d'autorité n'est pas seulement une violation des règlements. C'est une trahison de tout ce que cet uniforme est censé représenter. Admiral, s'il vous plaît. Conseil de guerre, dit Callahan Platement. Vous serez formellement accusé dans 72 heures. D'ici là, vous êtes relevé de vos fonctions et confiné à vos quartiers. Elle décrocha le téléphone sur le bureau. Sergeant Major Grant, veuillez escorter le sergent Briggs à ses quartiers. Tandis que Briggs était emmené, quelque chose se brisa en lui. Pas sa fierté, qui avait été brisée au moment où il avait vu ce tatouage. Quelque chose de plus profond, quelque chose qui lui avait permis de croire pendant 12 ans qu'il était l'un des bons. Il ne pleurait pas. Les hommes comme Briggs ne pleurent pas. Mais le vide dans ses yeux racontait la même histoire. Amber fut la suivante. Contrairement à Briggs, elle n'essaya pas d'expliquer ou de justifier. Elle entra, s'assit et attendit le jugement avec l'expression résignée de quelqu'un qui savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Specialist Lawson. Commença Callahan. Parlez-moi des photographies. Le visage d'Amber, déjà pâle, Devant gris. Les photographies, celles que vous avez prises sur votre téléphone personnel de moi, dans une situation de détention. La voix de Callahan était douce, presque gentille, ce qui la rendait pire. Pensiez-vous que je n'avais pas remarqué? J'allais les supprimer. Vraiment? Avant ou après les avoir postés sur les réseaux sociaux, Amber ne dit rien. J'ai déjà demandé un mandat pour vos enregistrements téléphoniques. Je soupçonne que nous trouverons que vous avez fait ça avant. D'autres détenus, d'autres personnes vulnérables qui ont eu le malheur de passer par votre poste de contrôle. Callahan croisa les mains sur le bureau. Dites-moi que j'ai tort. Le silence d'Amber fut réponse suffisante.
Décharge, dit Callahan. Conditions autres qu'honorables, vous perdrez vos avantages, votre habilitation de sécurité et tout espoir d'emploi gouvernemental pour les 10 prochaines années. Si les enregistrements téléphoniques montrent ce que je pense, vous pourriez aussi faire face à des accusations criminelles pour violation de la vie privée. J'ai un enfant, murmura Amber. Un prêt immobilier. S'il vous plaît, vous auriez dû y penser avant de traiter des personnes vulnérables comme du divertissement. La voix de Callahan ne contenait aucune sympathie. Renvoyé. Connor Reed vint ensuite et son entretien fut le plus court. Il entra en pleurant, s'assit en pleurant, et passa les 5 premières minutes à s'excuser à travers des sanglots qui rendaient ses mots presque incompréhensibles. Il avait 21 ans. Il avait rejoint la Navy parce que son père avait servi et son grand-père avant lui. Il n'avait jamais attendu finir ici. Vous m'avez donné un coup de pied, dit Callahan quand il se fut calmé assez pour parler. Quand vous êtes passé devant, vous m'avez délibérément frappé et puis fin de trébucher. J'essayais de m'intégrer. Connor réussit Briggs et Amber. Il disait que je devais montrer que je n'étais pas faible, que je devais me prouver. Et se prouver signifiait agresser un détenu. Je ne l'ai pas vu comme une agression. Je pensais, il s'interrompit. Incapable de finir. Callahan l'étudia longuement. Il était jeune, effrayé, facilement influencé par les mauvaises personnes. Dans un autre contexte, il aurait pu devenir un bon marin, un bon homme. Soldat Reed, dit-elle enfin, vous allez faire l'objet d'une enquête. Selon ce que l'enquête trouvera, vous pourriez faire face à une action administrative ou à des accusations criminelles. En attendant, vous êtes suspendu des tâches de sécurité. Oui, madame, mais je vais vous dire quelque chose que je veux que vous vous rappeliez pour le reste de votre carrière. Elle se pencha en avant. Suivre les ordres ne signifie pas suivre n'importe quels ordres, ça signifie suivre des ordres légitimes de personnel autorisé. Ce que faisait Briggs n'était pas légitime. Ce que faisait Amber n'était pas légitime. Et quand vous avez suivi, vous êtes devenu complice de leur inconduite. Je comprends. Madame, vraiment, parce que la prochaine fois que quelqu'un vous dit de maltraiter un détenu, je veux que vous vous rappeliez ce moment. Souvenez-vous de ce que ça fait de s'asseoir en face de la personne que vous avez lésée et n'avoir aucune excuse qui compte. Connor hocha la tête, les larmes coulant toujours sur son visage. Renvoyé. L'entretien de Flynn Garrett prit plus longtemps et alla dans une direction que personne n'attendait. Il entra dans le bureau les épaules droites et le dos raide, la posture d'un homme qui savait qu'il était coupable mais refusait de montrer la peur. Contrairement aux autres, il ne s'assit pas avant que Callahan ne lui fasse signe vers la chaise. Maître Garrett, commença-t-elle, consultant son dossier sur la tablette. Dossier intéressant. Technicien cryptologique. Meilleur score de votre classe. Certifié en sécurité réseau, forensique numérique et renseignement de signaux. Elle leva les yeux. Vous êtes surqualifié pour le service au poste de contrôle. Je sais où je suis assignée. Madame, pourquoi? Avec vos qualifications, vous pourriez travailler à la NSA, la CIA, n'importe quelle agence à 3 lettres qui tuerait pour vos compétences. Elle posa la tablette. Au lieu de ça, vous êtes ici à faire fonctionner un détecteur de métal et entrer des données dans une base. Flynn ne dit rien. Vous étiez le seul à questionner la fouille, continua Callahan. Quand Briggs a ordonné la fouille à nu, vous avez hésité? Quand j'ai décrit les vulnérabilités de sécurité, vous les avez vérifiées immédiatement. Et votre réaction m'a dit que vous n'en saviez rien avant. Elle inclina légèrement la tête. Pourquoi? Permission de parler librement. Madame, accordé. Flynn prit une inspiration. J'ai demandé le service au poste de contrôle parce que je voulais comprendre comment la sécurité fonctionne au niveau de base. La connaissance théorique n'est pas assez. Vous devez voir comment les systèmes fonctionnent en pratique avec les variables humaines impliquées. Il s'arrêta. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je savais que c'était mal. J'aurais dû faire plus pour l'arrêter. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que Briggs est mon supérieur. Parce que la lieutenant-commandante Drake a autorisé la fouille. Parce que la chaîne de commandement... Il s'arrêta, secouant la tête. Il n'y a pas d'excuse. J'aurais dû parler, je ne l'ai pas fait. Callahan l'étudia longuement. Vous avez vérifié mes informations sur les vulnérabilités de sécurité. À quelle vitesse? 23 secondes. Madame, et si ces informations avaient été fausses? Si j'avais menti pour créer une distraction, j'aurais signalé immédiatement et alerté les policiers militaires. Un fantôme de ce qui pourrait être de l'approbation traversa le visage de Callahan. Maître Garrett, je vais recommander que vous soyez réassigné à un poste qui utilise mieux vos capacités.
Vous recevrez une lettre de conseil pour votre rôle dans les événements d'aujourd'hui, mais aucune action disciplinaire formelle. Flynn cligna des yeux. Madame, vous avez fait des erreurs aujourd'hui, mais vous avez aussi démontré une pensée critique sous pression, une volonté de questionner les suppositions et surtout l'intégrité d'admettre la faute sans déviation. Elle se leva, signalant que l'entretien était terminé. La Navy a besoin de plus de gens comme ça. Ne me faites pas regretter cette décision. Je ne le ferai pas. Madame, merci. Tandis que Flynn partait, quelque chose avait changé dans son expression. Pas du soulagement exactement. Quelque chose de plus comme de la résolution. Fiona Drake fut la dernière. Elle entra dans le bureau de Hayes avec la tenue rigide de quelqu'un qui se tenait ensemble par pure force de volonté. Sa carrière n'était pas juste endommagée. Elle pendait à un fil, et elle le savait. 15 ans de service, promotions, commendations, tout cela potentiellement effacé par un après-midi de mauvais jugement. Lieutenant Commandante Drake, dit Callahan, faisant signe vers la chaise. Drake s'assit. J'ai revu votre dossier. Service exemplaire. Évaluation solide. Potentiel de leadership. Callahan s'arrêta. Et pourtant, répéta Drake. Sa voix creuse. Vous êtes entré dans ce poste de contrôle, avez vu une femme maltraitée, et votre premier instinct a été d'accélérer le processus plutôt que de le questionner. La voix de Callahan était froide, analytique. Pourquoi? Drake fut silencieuse longuement. Quand elle parla, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Parce que j'étais occupée, parce qu'elle ressemblait à comme à rien, comme à personne d'important. Elle déglutit difficilement. Parce que j'ai supposé, vous avez supposé, oui, madame. Et qu'avez-vous appris aujourd'hui sur les suppositions? Drake leva les yeux, rencontrant ceux de Callahan pour la première fois, qu'elles peuvent mettre fin à des carrières, mettre fin à des vies, que quand vous êtes en position d'autorité, chaque supposition que vous faites a des conséquences pour des gens qui ne peuvent pas se défendre. Callahan hocha lentement la tête. Lieutenant Commandante, je ne vais pas mettre fin à votre carrière aujourd'hui. Le souffle de Drake se bloqua. Vous allez recevoir une lettre de réprimande qui ira dans votre dossier permanent. Cela affectera probablement vos chances de promotion. Vous pourriez passer le reste de votre carrière à ce grade. Callahan se pencha en arrière. Mais vous avez suivi le protocole quand vous avez donné l'ordre de procéder. Vous avez aussi instruit votre personnel de le faire correctement. Ça n'excuse pas votre comportement, mais ça démontre que quelque part sous les suppositions, il y a un officier qui comprend les règles. Merci, amiral. Ne me remerciez pas. Je ne vous fais pas une faveur. La voix de Callahan s'aiguisa. Je vous donne une seconde chance parce que je crois que vous pouvez apprendre de ça. Prouvez-moi que j'ai tort. Et cette lettre de réprimande sera le cadet de vos soucis. Je comprends. Madame, vraiment. Callahan se leva, marchant vers la fenêtre. Dehors, le soleil commençait à se coucher sur Norfolk, peignant la base en nuances d'orange et d'or. J'ai passé 23 ans dans les opérations spéciales. Vous savez quelle est la leçon la plus importante que j'ai apprise? Drake secoua la tête. Ce n'est pas la force. Ce ne sont pas les armes ou les tactiques ou l'entraînement. Callahan se tourna pour lui faire face. C'est de ne jamais oublier que chaque personne que vous rencontrez, qu'elle porte un uniforme ou non, qu'elle ait des credentials ou non, est d'abord un être humain. Au moment où vous commencez à voir les gens comme des catégories au lieu d'individus, vous avez déjà perdu? Drake s'assit en silence, absorbant les mots. Cette femme que vous avez écartée aujourd'hui, la vagabondée sans abri qui ne valait pas votre temps. La voix de Callahan s'adoucit légèrement. Elle aurait pu être n'importe qui. Une vétérane qui a tout perdu à cause d'un TSPT, une mère fuyant un mari abusif, un témoin d'un crime qui avait besoin d'aide. Elle s'arrêta, comme il s'est avéré, une amirale menant une évaluation de sécurité. Le point est que vous ne saviez pas. Et au lieu de découvrir, vous avez supposé le pire. Vous avez raison, dit Drake calmement. Vous avez absolument raison. Alors souvenez-vous de ce sentiment. Chaque fois que vous entrez dans un poste de contrôle, chaque fois que vous voyez quelqu'un qui semble ne pas appartenir là, souvenez-vous de ce que ça fait de réaliser que c'était vous qui ne compreniez pas. Callahan se dirigea vers la porte. Renvoyez, Lieutenant Commandant. Et Drake? Oui, madame. Faites mieux. La porte se ferma derrière Drake, laissant l'amiral Callahan seul dans le bureau du commandant Hayes. Le soleil était presque couché maintenant, projetant de longues ombres à travers la pièce. Elle se tenait à la fenêtre, regardant la base qui s'étendait en dessous, les navires, les bâtiments, les milliers de personnels qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé aujourd'hui. Derrière elle, la porte s'ouvrit. Le maître principal, Caleb Porter, entra, portant 2 tasses de café. Pensez que vous pourriez en avoir besoin. Amiral, dit-il, posant une tasse sur le bureau. Callahan se tourna. Vous m'avez reconnu. Ce n'était pas une question. Porter hocha lentement la tête.
Pas au début, mais quand j'ai vu la médaille, j'ai servi avec un SEAL une fois en 2007. Il avait une médaille exactement comme ça, même marque d'unité. Il s'arrêta, il parlait d'une femme nommée Ghost, disait qu'elle était la meilleure opératrice avec qui il avait travaillé, disait que si elle apparaissait quelque part en paraissant ne pas y appartenir, vous devriez fuir dans l'autre direction ou commencer à prier. Un fantôme de sourire traversa le visage de Callahan. Michael Torres, c'est lui. Il est commandant maintenant, gérant des opérations à Coronado. Elle prit le café, en botte une gorgée. Comment avez-vous su de rester silencieux? J'ai pensé que si vous vouliez que les gens sachent qui vous étiez, vous leur auriez dit. Porter haussa les épaules. Aussi pensé que quoi que vous fassiez était au-dessus de mon grade. Parfois, la meilleure chose qu'un marin puisse faire est de suivre son instinct et de garder la bouche fermée. C'est une sagesse que beaucoup de gens n'apprennent jamais. Ça m'a pris 30 ans pour le comprendre. Porter hésita. Amiral, permission de parler librement. Accordé. Qu'arrive-t-il maintenant à la base? Je veux dire, aux gens qui n'étaient pas impliqués mais ont vu ce qui s'est passé. Callahan posa son café et revint à la fenêtre. Le mot va se répandre. Il s'est déjà répandu. D'ici demain, tout le monde sur cette base saura qu'une amirale a été fouillée à nu à la porte principale. Elle se tourna pour lui faire face. Et c'est exactement ce que je veux. Madame, ce n'était pas juste tester la sécurité. Maître principal, c'était envoyer un message à chaque garde qui pense pouvoir abuser de son autorité parce que personne ne regarde, à chaque officier qui suppose le pire sur les gens qui ne correspondent pas à leurs attentes, à tous ceux qui ont oublié que l'uniforme est censé représenter quelque chose. Porter hoqua lentement la tête. Et quand la prochaine sans-abri s'approchera de la porte, le prochain civil sans identité, c'est la question, n'est-ce pas? Callahan s'arrête. Mais il n'y avait pas de chaleur dedans. Je peux déposer des rapports. Je peux mettre fin à des carrières. Je peux restructurer les protocoles et imposer des entraînements. Mais je ne peux pas changer la culture. Pas seul. Ça prend tout le monde. Chaque marin, chaque officier, chaque contractuel civil choisissant de faire mieux. Et s'ils ne le font pas, alors je reviendrai. Elle ramassa sa veste, l'enfilant par-dessus son chemise ruinée, et la prochaine fois, je ne m'annoncerai pas du tout. La base était calme, tandis que l'amiral Callahan se dirigeait vers le parking où un SUV noir attendait. La foule qui s'était rassemblée au poste de contrôle s'était dispersée, mais elle pouvait sentir des yeux sur elle de toutes directions, observant des fenêtres, des embrasures, des ombres entre les bâtiments. D'ici demain, elle savait que son visage serait connu. Sa réputation la précéderait. Tant mieux. Le maître principal Porter marchait à côté d'elle, silencieux et stable. Quand ils atteignirent le SUV, il ouvrit la porte arrière et se tint au garde-à-vous. Amiral, ça a été un honneur. Maître principal Callahan s'arrêta avant d'entrer. Cette jeune femme, la recrue qui n'a pas enregistré l'incident. Quel est son nom? Chen. Madame Willow Chen. 3 semaines après le camp d'entraînement. Trouvez-la. Dites-lui que j'aimerais voir son dossier de service. Les sourcils de Porter se levèrent légèrement. Mais il ne questionna pas. Oui, madame. Callahan glissa sur la banquette arrière. Porter ferma la porte et se dirigea vers la position du conducteur. Elle l'avait demandé spécifiquement, voulant quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance pour le trajet de retour. Tandis que le SUV s'éloignait de la base navale de Norfolk, Callahan observe la base rétrécir dans le rétroviseur. Les lumières s'allumaient maintenant, fluorescentes et dures, illuminant les bâtiments et les navires, et le poste de contrôle où tout s'était passé. Briggs serait jugé en conseil de guerre. Amber serait déchargé. Connor ferait face à une enquête. Flynn serait réassigné. Drake porterait une lettre de réprimande pour le reste de sa carrière. Et le commandant Hayes passerait les 6 prochains mois à reconstruire la réputation de sa base depuis zéro. 6 vies changeaient. 6 leçons et prizes. Mais tandis que le téléphone satellite à côté d'elle bourdonnait d'un appel entrant, Callahan savait que les événements d'aujourd'hui n'étaient que le début. Elle répondit à la deuxième sonnerie. Ghost Actual? La voix à l'autre bout était familière. L'Admiral James Warren, commandant du commandement de guerre naval spécial. Son patron, la seule personne qui connaissait toute l'étendue de ce qu'elle faisait vraiment. Norfolk est la 3e installation, dit Warren sans préambule. Résultats identiques aux 2 autres. Protocoles d'intelligence humaine compromis. Procédure de sécurité plus préoccupée par l'apparence que par la substance. Personnel qui a oublié ce que l'uniforme signifie vraiment. Le motif tient. Malheureusement, Callahan observa la skyline de Norfolk disparaître derrière une rangée d'arbres. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète, expliquait. Les vulnérabilités de sécurité que j'ai identifiées aujourd'hui, la caméra hors ligne, le délai du capteur, la ventilation non sécurisée, ce ne sont pas des échecs aléatoires. Ils sont systématiques.
Quelqu'un a désactivé des systèmes spécifiques selon un motif spécifique. Elle s'arrêta. Quelqu'un qui savait exactement quoi cibler. Silence à l'autre bout. Puis vous dites que nous avons une taupe. Je dis que nous avons une fuite quelque part dans la Navy. Quelqu'un qui a accès aux protocoles de sécurité, aux horaires d'inspection et au code d'autorisation de protocole fantôme. La voix de Callahan durcit. Il savait que je venais. Amaral. Peut-être pas aujourd'hui spécifiquement, mais il savait que les inspections avaient lieu et il se préparait. C'est une allégation sérieuse. C'est une situation sérieuse. Plus de silence. Quand Warren parla à nouveau, sa voix était grave. DevGruset est activé. Nous avons trouvé un point de connexion. Interceptions de communication qui suggèrent que la fuite est interne. Haut niveau interne. Il s'arrêta. Ils savent pour vous, Ivory. Ils savent pour Ghost. L'expression de Callahan ne changea pas. Mais quelque chose bougea derrière ses yeux. Qui c'est? Nous ne les avons pas identifiés encore. Mais les interceptions sont claires. Ils suivent vos mouvements, vos évaluations. Ils savent que vous vous approchez de quelque chose. Alors je m'approcherai plus. Ce n'est pas pourquoi je vous dis ça. La voix de Warren portait un avertissement. Je vous le dis parce que vous devez être prudente. Qui que soient ces gens, ils ne jouent pas. 3 installations compromises de la même façon. Échec de sécurité coordonné. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une infrastructure. Ils ont construit quelque chose et vous le menacez. Bien. Callahan regarda par la fenêtre le ciel s'assombrissant. Alors il est temps d'arrêter de tester et de commencer à chasser. Elle termina l'appel et posa le téléphone de côté. Porter, qui avait conduit en silence, la regarda dans le rétroviseur. Problème. Amiral. Toujours. Maître principal. Elle rencontra ses yeux dans le reflet. Mais c'est pour ça que nous sommes là. Le SUV continua sur l'autoroute, emportant l'amiral Ivory Callahan loin de Norfolk et vers ce qui venait ensuite. Derrière elle, la base s'installa dans sa routine du soir. Gardes changeant de quart, marins retournant au quartier, officiers remplissant des papiers sur un incident qui serait discuté pendant des années. Et quelque part dans l'obscurité, quelqu'un observait, attendait, planifiait, la chasse ne faisait que commencer. Mais c'est une histoire pour une autre fois. Nous sommes sur le point de franchir un point de non-retour. Tout ce que vous avez vu jusqu'ici mène à ce qui vient ensuite. Si vous regardez sans être abonné, c'est le moment, parce que dans les prochaines minutes, toute cette histoire explose. Briggs aurait besoin d'un avocat. Un bon, le genre spécialisé dans la défense en tribunal militaire. Procedures JAG et cas de conseil de guerre. Il y avait maintenant des cours en ligne. Formations à la préparation légale pour les membres du service face à des actions disciplinaires. Il avait ri de ces pubs avant. Il ne riait plus. Certaines leçons, on les apprend trop tard. Maintenant, vous comprenez pourquoi on l'appelle Ghost. Mais cette histoire n'est pas terminée. Il y a une autre vidéo qui montre ce qui s'est passé ensuite. L'enquête, les dossiers classifiés, les secrets qui n'ont jamais atteint les nouvelles. Liens dans la description. Le matin après l'incident se leva gris et froid sur la base navale de Norfolk. Le genre de matin de décembre qui faisait mal aux os et rendait le souffle visible. Mais le froid dans l'air n'était rien comparé au gel qui s'était installé sur les bureaux administratifs de la base. Le commandant Solomon Hayes n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit dans son bureau à revoir les images de sécurité, compiler des rapports et passer des appels qu'il avait espéré ne jamais avoir à faire. Le café sur son bureau avait refroidi des heures plus tôt, mais il continuait à le boire, le goût amer correspondant à son humeur. Assez ça! Son téléphone sonna. Commandement des forces de la flotte. Commandant Hayes. La voix à l'autre bout dit « L'amiral Richardson veut un briefing complet d'ici 9 heures en personne. Apportez tout. » La ligne se coupa avant que Hayes ne puisse répondre. Il posa le téléphone et regarda par sa fenêtre la base s'éveillant en dessous. Marins se déplaçant entre les bâtiments, leur souffle formant de la buée dans l'air froid. Navires amarrés, leurs coques brillant de givre matinal. Tout semblait normal. Tout ressemblait exactement à ce que c'était la veille au matin, avant qu'une femme en veste en jean déchiré n'ait franchi sa porte et détruit des carrières avec rien de plus que de la patience et un tatouage. Mais rien n'était normal. Rien ne serait normal pendant très longtemps. La zone de détention où Briggs avait été confiné pendant la nuit était une petite pièce dans le bâtiment de sécurité meublé d'un lit de camp, de toilettes et d'une chaise unique. Ce n'était pas techniquement une cellule. Il n'avait pas été formellement accusé encore, mais la porte verrouillée et le garde dehors racontaient une autre histoire. Briggs s'assit sur le lit de camp, fixant ses mains. C'étaient de grandes mains.
Capables, des mains qui avaient tenu des armes et écrit des rapports et attrapé le poignet d'une femme assez fort pour déchirer son chemise. Il revoyait sans cesse ce moment dans son esprit, en boucle infinie, le tissu se déchirant, le tatouage apparaissant, le monde s'effondrant. Il avait appelé sa femme à minuit après que les policiers militaires l'aient escortée ici. Elle avait pleuré, demandé ce qui allait leur arriver, à leur prêt immobilier, au fonds universitaire de leur fils. Il n'avait pas eu de réponse. Il n'en avait toujours pas. La porte s'ouvrit et un officier JAG entra, Lieutenant Commandante Sarah Mitchell, selon sa plaque nominative. Jeune, aux yeux vifs, avec l'expression de quelqu'un qui avait vu cette situation avant et n'était pas impressionné. Sergeant Briggs, dit-elle, s'asseyant sur la chaise en face de lui, j'ai été assignée comme votre avocate préliminaire. Avant de procéder, je dois vous informer de vos droits sous le Code uniforme de justice militaire. Elle commença à lire d'une carte, les mots coulant sur Briggs comme de l'eau sur de la pierre. Il les entendit sans les traiter. Article 32. Enquête. Droit à un avocat. Droit au silence. Comprenez-vous ces droits comme je les ai expliqués? Briggs hoqua lentement la tête. Oui, madame. Bien. Mitchell posa la carte et sortit une tablette. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé hier. Commencez du début. Briggs ouvrit la bouche pour parler, mais rien n'en sortit. Où commencez-vous à expliquer comment vous avez détruit votre propre vie? Comment mettez-vous en mots le moment où tout ce que vous pensiez savoir s'est avéré un mensonge? Sergeant, je pensais qu'elle n'était personne. Dit enfin Briggs. Sa voix, je l'ai regardée et j'ai vu rien. Juste un autre problème à traiter. Il rit amèrement. 12 ans sans sécurité, 12 ans d'entraînement, de protocols, de croire que je savais lire les gens et je n'ai pas vu ce qui était juste devant moi. Mitchell ne changea pas d'expression. Pour le dossier, Sergeant, admettez-vous les actions décrites dans le rapport de l'amiral Callahan? Oui, le mot sortit lourd. Final. Oui, j'ai fait tout ce qu'elle a dit que j'ai fait. Et plus, elle nota sur sa tablette, les accusations considérées incluent conduite inconvenante, abus d'autorité, agression et manquement au devoir. Selon les découvertes de l'enquête, des accusations supplémentaires pourraient être ajoutées. Quelle est la sentence maximale? Mitchell s'arrêta pour les accusations combinées. Décharge déshonorante, perte de tout salaire et allocations, et confinement jusqu'à 10 ans. Le nombre plana dans l'air. 10 ans. Son fils aurait 28 ans quand il sortirait. Sa femme serait... Il ne pouvait même pas y penser. Cependant, continua Mitchell, vous, votre dossier de service et les circonstances. Un arrangement de plaider coupable pourrait réduire ça significativement. L'amiral n'a pas indiqué si elle compte poursuivre les peines maximales. Que recommandez-vous? Je recommande que vous coopériez pleinement avec l'enquête. Exprimiez un remords sincère et espériez que l'amiral Callahan est aussi juste en jugement qu'en évaluation. Mitchell saliva. Je reviendrai demain avec plus d'informations. En attendant, écrivez tout ce dont vous vous souvenez d'hier. Chaque détail, peu importe la taille, plus votre compte est complet. Mais l'heure sont vos chances. Elle partit et la porte se verrouilla derrière elle. Briggs s'assit seul dans le silence, pensant à la justice, au jugement, à une femme qui s'était tenue dans son poste de contrôle, avait enduré ses abus et n'avait jamais élevé la voix ni perdu son calme. La vraie autorité n'a pas besoin d'un badge. Ces mots résonnaient dans son esprit. Et pour la première fois de sa vie, Silas Briggs commença à comprendre ce qu'il signifiait. De l'autre côté de la base, dans la zone de logement des contractuels civils, Amber Lawson faisait ses cartons. Son appartement était petit. Une unité d'une chambre qu'elle avait décorée avec des photos de sa fille et des impressions de plage qu'elle n'avait jamais visitées. Le mobilier était bon marché. Acheté à crédit qu'elle remboursait encore, le réfrigérateur était couvert de dessins de sa fille. Figures, bâtons et arcs-en-ciel, et le mot maman écrit au crayon. On lui avait donné 24 heures pour quitter le logement de la base. Son habilitation de sécurité avait été suspendue en attendant l'enquête. Son badge d'accès avait été confisqué. D'ici demain à 7 heures, elle serait à nouveau civile sans emploi, sans avantage, sans perspective. Sa mère avait conduit depuis Richmond pendant la nuit pour prendre la garde d'Emma, sa fille de 4 ans. Le transfert s'était fait à 6 heures dans le parking. Emma, encore à moitié endormie et confuse, pourquoi maman pleurait. Ça va aller, bébé, avait murmuré Amber, serrant sa fille forte. Maman doit juste régler des choses. Tu vas rester avec grand-mère un moment? Pourquoi? Parce que maman a fait une erreur. Parce que maman pensait être meilleure que quelqu'un d'autre et a découvert qu'elle ne l'était pas. Parce que maman a pris des photos d'une femme humiliée et pensait que c'était drôle. Parce que maman doit régler des choses, avait dit Amber à la place. Mais je t'appellerai tous les soirs, je promets.
Maintenant, seule dans l'appartement, elle se déplaçait mécaniquement à travers les pièces, mettant des vêtements dans des boîtes, de la vaisselle dans des caisses, toute sa vie réduite à du carton et du ruban adhésif. Sur le comptoir, son téléphone bourdonnait de messages. Amis demandant ce qui s'était passé, famille exigeant des explications, reporters reniflant déjà autour de l'histoire. Elle les ignora tous. Le téléphone qu'elle ne pouvait ignorer était celui que les enquêteurs avaient pris. Ils avaient tout trouvé. Chaque photo qu'elle avait prise au cours des 3 dernières années, chaque détenu qu'elle avait moqué, chaque personne vulnérable qu'elle avait transformée en divertissement pour ses followers sur les réseaux sociaux. 217 images. L'officier Jacques lui avait dit 217 violations de la vie privée, de la dignité, de la décence humaine basique. Des charges autres qu'honorables étaient le meilleur scénario. Maintenant, des accusations criminelles étaient toujours sur la table. Amber scotcha une autre boîte et essaya de ne pas penser à ce que sa fille dirait quand elle serait assez grande pour comprendre. Connor Reed avait été libéré dans ses quartiers avec ordre de ne pas quitter le bâtiment. Contrairement à Briggs, il n'avait pas été formellement confiné. Son implication était jugée secondaire, sa culpabilité moins claire. Mais l'enquête était en cours, et jusqu'à sa conclusion, son avenir restait incertain. Il s'assit sur sa couchette, fixant son téléphone. Son père avait appelé 6 fois. Sa mère, Whit, il n'avait répondu ni à l'un ni à l'autre. Que dirait-il? Papa, j'ai donné un coup de pied à une contre-amirale parce que je voulais que mes collègues pensent que j'étais dure. Maman, j'ai regardé une femme se faire fouiller à nu et n'ai rien dit parce que j'avais peur d'être appelée faible. Son colocataire, un maître nommé Torres, l'avait observé pendant l'heure passée avec un mélange de curiosité et de mépris. Alors, c'est vrai, demanda enfin Torres. Tu as vraiment agressé une amirale. Connor tressaillit. Je ne savais pas qu'elle était une amirale. Est-ce que ça importe? La question plana dans l'air. Connor y pensa. Vraiment y pensa pour la première fois depuis l'incident? Non, dit-il calmement. Non, je suppose que non. Torres hoqua lentement la tête. Mon grand-père était dans la Navy. Servi 30 ans. Retraité comme maître principal. Tu sais ce qu'il m'a dit quand je me suis enrôlée? Connor secoua la tête. Il a dit, la mesure d'un homme n'est pas comment il traite ses égaux, c'est comment il traite les gens qui ne peuvent pas se défendre. Torres se leva et marcha vers la porte. Tu devrais y penser. Il partit, et Connor fut seul avec le silence et sa honte. La lieutenant-commandante Fiona Drake s'assit dans ses quartiers, lisant la lettre de réprimande pour la 5e fois. Le langage était formel, clinique, le genre de prose bureaucratique qui réduisait l'échec humain à des points et des citations réglementaires. Échec à superviser correctement. Échec à intervenir. Échec à vérifier l'identité avant d'autoriser des mesures de sécurité renforcées. Chaque échec était un clou dans le cercueil de sa carrière. Elle avait travaillé si dur pour arriver ici, diplômée de l'académie, première de sa classe à l'école des candidats officiers. Promotions précoces. Excellentes évaluations. Une trajectoire qui semblait imparable. Et maintenant, parce qu'elle était pressée, parce qu'elle avait supposé, parce qu'elle avait vu une femme sans abri au lieu d'un être humain. Tout était en péril. La lettre la suivrait pour toujours. Chaque commission de promotion, chaque affectation, chaque opportunité serait filtrée à travers cet unique après-midi de mauvais jugement. Elle pourrait faire commandant un jour si elle avait de la chance. Mais capitaine, amiral, ses grades lui étaient fermés maintenant. Aussi sûrement que si les portes avaient été soudées. Son téléphone vibra. Un message de son mentor, le capitaine Rodriguez, qui avait guidé sa carrière depuis sa première affectation. Entendu ce qui s'est passé? Appelle-moi quand tu seras prête à parler. Drake fixa le message longuement. Puis elle posa le téléphone et reprit la lettre. Je vous donne une seconde chance, parce que je crois que vous pouvez apprendre de ça. Les mots de l'amiral Callahan résonnaient dans son esprit. Une seconde chance. La plupart des gens n'en ont pas. La plupart des gens qui échouent aussi spectaculairement qu'elles trouvent eux-mêmes discrètement poussés dans des affectations sans issue, leur carrière laissée à se flétrir jusqu'à ce qu'ils abandonnent et démissionnent. Mais l'amiral avait vu quelque chose en elle, quelque chose valant la peine d'être préservé, quelque chose valant une autre chance. Drake plia soigneusement la lettre et la plaça dans le tiroir de son bureau. Puis elle prit son téléphone et composa le numéro du capitaine Rodriguez. Il était temps de découvrir comment être meilleur. La nouvelle se répandit à travers la base navale de Norfolk comme un feu dans des broussailles sèches. À midi, tout le monde savait. Une amirale avait été fouillée à nu à la porte principale. Des carrières avaient été détruites. Une enquête était en cours qui atteindrait probablement bien au-delà des 5 personnes directement impliquées.
Dans la salle à manger des enrôlés, les conversations tombaient à des murmures quand des officiers passaient. Au club des officiers, les boissons étaient consommées en quantité inhabituelle. Dans les bâtiments de sécurité à travers la base, des gardes qui n'avaient jamais pensé 2 fois à leur procédure de poste de contrôle se trouvaient soudain à revoir les protocoles avec une intensité désespérée. L'amiral Callahan avait voulu envoyer un message. Le message avait été reçu, mais tout le monde n'était pas effrayé. Dans un petit bureau du bâtiment administratif, un homme s'assit à son ordinateur, faisant défiler des communications classifiées avec une expression de panique contrôlée. Il était d'âge moyen, d'apparence banale, le genre de personne qui se fond dans l'arrière-plan de n'importe quelle installation militaire. Son nom était Robert Keane, et il avait travaillé dans le renseignement naval pendant 22 ans. Au cours des 3 dernières années, il avait aussi travaillé pour quelqu'un d'autre. La femme qu'ils appelaient Ghost se rapprochait trop. Ces inspections n'étaient pas aléatoires. Elles étaient systématiques, méthodiques, conçues pour sonder des vulnérabilités spécifiques que seul quelqu'un avec des connaissances internes saurait cibler. Les lacunes de sécurité qu'elle avait identifiées à Norfolk n'étaient pas des accidents. Elles avaient été délibérément créées, des portes dérobées construites dans le système pour des buts qui n'avaient rien à voir avec la sécurité nationale. Keane sortit un téléphone jetable et tapa un message. Ghost Chass, Norfolk Compromise. Recommande changement immédiat de protocole. La réponse vint dans les minutes. Ray-Chu, continuez la surveillance. Extraction du paquet programmé. Il effaça les messages et rangea le téléphone dans sa poche. Quoi qu'il arrive ensuite, il devait rester calme. Invisible. Exactement qui tout le monde pensait qu'il était. La chasse était lancée, mais le chasseur ne savait pas que la proie observait déjà. Maintenant, vous comprenez pourquoi on l'appelle Ghost. Mais cette histoire n'est pas terminée. Il y a une autre vidéo qui montre ce qui s'est passé ensuite. L'enquête. Les dossiers classifiés, les secrets qui n'ont jamais atteint les nouvelles. Liens dans la description. L'enquête formelle commença 3 jours après l'incident, menée par une équipe du service d'enquête criminelle navale, qui descendit sur Norfolk comme une force de frappe chirurgicale. Ils interrogèrent tous ceux présents au poste de contrôle. Ils revoyèrent chaque seconde d'image de sécurité. Ils examinèrent les enregistrements téléphoniques, les logs d'email, les dossiers personnels remontant des années. Ce qu'ils trouvèrent était pire que quiconque n'avait attendu. Les vulnérabilités de sécurité que l'amiral Callahan avait identifiées n'étaient pas des échecs isolés. Elles faisaient partie d'un motif s'étendant sur plusieurs installations, plusieurs années, plusieurs commandements. Quelqu'un avait systématiquement compromis l'infrastructure de sécurité navale, créant des lacunes exploitables par quiconque savait où regarder. Et quelqu'un savait clairement. Le commandant Hayes reçut le rapport préliminaire un mercredi matin, et par mercredi après-midi, il avait vieilli de 10 ans. Comment est-ce possible? Demanda-t-il à l'enquêtrice principale de la NCS, l'agent special Diana Reeves, une femme dont l'expression suggérait qu'elle avait vu des choses qui donneraient des cauchemars à la plupart des gens. Comment cela a-t-il pu se passer sous nos yeux? C'est ce que nous essayons de déterminer. Monsieur, Reeves étala une série de documents sur le bureau de Hayes. La caméra désactivée dans la salle d'inspection. Elle a été mise hors ligne par quelqu'un avec accès administratif au réseau de sécurité. Le délai du capteur de mouvement introduit via une mise à jour firmware approuvée par les canaux normaux. La grille de ventilation manquante. La demande de maintenance a été déposée, approuvée, puis discrètement supprimée du système. Vous dites que c'était délibéré. Je dis que c'était sophistiqué. Quelqu'un avec une connaissance intime de vos systèmes de sécurité les a rendus plus faibles depuis au moins 18 mois. Reeves s'arrêta. L'évaluation de l'amiral Callahan n'a pas juste exposé de mauvaises procédures. Elle a exposé du sabotage. Hayes s'assit lourdement dans sa chaise. Savons-nous qui? Pas encore, mais nous y travaillons. Reeves rassembla ses documents. En attendant, Commandant, je recommanderais d'augmenter la sécurité sur toutes les zones sensibles. Qui que ce soit qui ait fait ça savait qu'il serait découvert éventuellement. Il pourrait avoir d'autres plans en place. D'autres plans. Si j'avais passé 18 mois à construire des portes dérobées dans une installation navale, dit Reeves, je voudrais les utiliser avant que quelqu'un ne les ferme. Pas vous! Elle partit et Hayes prit immédiatement son téléphone. Il avait des appels à passer, beaucoup d'appels. Les procédures de conseil de guerre contre le sergent-chef, Silas Briggs, commencèrent 2 semaines après l'incident. Plus vite que quiconque n'avait attendu, l'amiral Callahan avait poussé pour un traitement accéléré, arguant que la base avait besoin de clôture et que le personnel avait besoin de voir que l'inconduite avait des conséquences. L'audience eut lieu dans le bâtiment légal de la base, une pièce austère avec des lumières fluorescentes
et le genre de mobilier institutionnel qui semblait conçu pour écraser l'espoir. Briggs s'assit à la table de la défense en uniforme de cérémonie, médaille qu'il avait gagnée sur 12 ans de service brillant sur sa poitrine. Son avocate, un civil que sa femme avait engagé en hypothéquant leur maison, s'assit à côté de lui avec un épais dossier de documents. L'amiral Callahan était présente, assise dans la galerie en son propre uniforme de cérémonie. Elle avait refusé de témoigner à distance, insistant pour être là en personne. « Si je vais mettre fin à la carrière d'un homme, avait-elle dit, je devrais au moins avoir la décence de le regarder dans les yeux pendant que je le fais. » Les accusations furent lues, les preuves présentées. Les images de sécurité montraient Briggs jetant la veste de la femme par terre, envahissant son espace personnel, attrapant son poignet. L'audio capturait ses menaces, ses moqueries, son absolue certitude qu'il avait affaire à quelqu'un qui n'importait pas. La défense argua des circonstances atténuantes. Briggs avait suivi ce qu'il croyait être une pratique établie. Il n'avait jamais reçu d'entraînement sur comment gérer des civils non identifiés, démontrant une connaissance inhabituelle des systèmes de sécurité. Il opérait sous stress, en sous-effectif, préoccupé par des menaces potentielles. Rien de cela n'importa. Quand Briggs fut appelé à faire une déclaration, il se leva lentement, ses jambes instables. Il regarda le panel d'officiers qui déciderait de son sort, puis se tourna pour faire face à l'amiral Callahan. « Je n'ai pas d'excuses, dit-il, sa voix rugueuse. J'avais le pouvoir et je l'ai abusé. J'avais l'autorité et je l'ai utilisée pour blesser quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Je me disais que je faisais mon travail, protégeant la base, suivant le protocole. Mais ce n'est pas ce que je faisais. » Il s'arrêta, déglutissant difficilement. « J'étais un tyran, tout simplement, et je suis désolé. Pas parce que je me suis fait prendre, parce que je comprends enfin ce que j'ai fait de mal. » La pièce était silencieuse. « Amiral Callahan, continua Briggs, ce que vous avez fait a pris du courage. Entrer dans une situation hostile sans renfort, sans identification, en faisant confiance que le système vous reconnaîtrait éventuellement. Je n'aurais jamais eu ce courage. Je n'aurais jamais fait autant confiance au système. » Il prit une respiration tremblante. « Vous m'avez appris quelque chose sur ce qu'est la vraie force, sur ce que signifie la vraie autorité. Je ne l'oublierai pas. » Il s'assit, l'expression de l'amiral Callahan resta neutre, mais quelque chose scintilla dans ses yeux, quelque chose qui pourrait être du respect. Le panel délibéra pendant 4 heures. Quand ils revinrent, le verdict fut unanime, coupable de toutes les accusations. La sentence fut sévère, mais pas maximale. Réduction au rang de soldat, perte de tout salaire et allocation pour 12 mois, et des charges pour mauvaise conduite à exécuter après achèvement du confinement. La période de confinement fut fixée à 18 mois. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être 10 ans. Mais tandis que Briggs était emmené par les policiers militaires, son uniforme déjà dépourvu des galons qu'il avait portés pendant une décennie, pire et moins pire semblaient des distinctions sans différence. Sa carrière était terminée. Sa vie telle qu'il la connaissait était terminée. Et quelque part au fond de son esprit, une petite voix murmurait que peut-être, juste peut-être, ce n'était pas entièrement une mauvaise chose. Le traitement de décharge d'Amber Lawson fut complété sans cérémonie. Un moment, elle était spécialiste dans la Navy des États-Unis. Le suivant, elle était civile avec un DD-214 qui aurait pu être tamponné du mot « échec » en lettres rouges. Les accusations criminelles avaient finalement été abandonnées. Les photographies qu'elle avait prises, bien que violation de politique, ne montaient pas tout à fait au niveau de poursuites criminelles. Mais la décharge autre qu'honorable signifiait qu'elle avait tout perdu quand même. Ses avantages, son éligibilité au GI Bill, sa capacité à travailler pour le gouvernement à nouveau. Elle se tenait dehors du bâtiment administratif, tenant une enveloppe avec ses papiers finaux, et observa des marins passer en uniforme qu'elle ne porterait plus jamais. Certains la reconnurent. La plupart détournèrent le regard. Sa mère attendait dans le parking, Emma dans le siège auto à l'arrière. Déjà endormie, prête, demanda sa mère. Amber regarda la base une dernière fois, 4 ans de sa vie réduits à une enveloppe manille et un ticket de bus pour rentrer. Oui, dit-elle. Je suis prête. Elles s'éloignèrent et Amber ne regarda plus en arrière. L'enquête de Connor Reed conclut avec une découverte de faute mineure. Il reçut une déclaration de conseil formel, fut réassigné à une position non-sécurité et placé en probation pour 12 mois. Sa carrière n'était pas terminée, mais blessé, boitant sous le poids d'une erreur qu'il avait faite à 21 ans, la nuit après l'annonce des découvertes. Il s'assit dans la chapelle de la base, seul dans la lumière tamisée filtrant à travers les vitraux. Il n'était pas particulièrement religieux, n'était pas allé à l'église depuis la mort de sa grand-mère quand il avait 16 ans. Mais quelque chose l'avait attiré ici, un besoin de calme,
un besoin d'espace pour penser. La porte s'ouvrit derrière lui, et des pas approchèrent. Il ne se tourna pas. Puis-je m'asseoir? Il leva les yeux. Willow Chen, la recrue féminine qu'il avait vue observer de la foule, se tenait dans l'allée avec une expression incertaine. Bien sûr, dit Connor. Elle s'assit à quelques bancs de distance. Maintenant la distance, mais présente. Pendant un long moment, aucun ne parla. J'ai vu ce qui s'est passé, dit enfin Willow. Au poste de contrôle. J'étais là. Oui, je t'ai vu aussi. Pourquoi l'as-tu fait? Le coup de pied, je veux dire. Connor rit amèrement. Parce que j'essayais d'impressionner des gens qui n'en valaient pas la peine, parce que je voulais m'intégrer, parce que j'avais peur d'être vue comme faible. Il secoua la tête, choisissant une. Elles sont toutes vraies. Willow fut silencieuse un moment. Mon instructeur de camp d'entraînement nous a dit quelque chose pendant le bootcamp. Il a dit, la chose facile et la chose juste sont presque jamais la même. Chaque jour, tu vas devoir choisir. Et qui tu deviens dépend de laquelle tu choisis. Gars Intelligent. Maître Williams. La personne la plus dure que j'ai rencontrée. Willow s'arrêta. J'ai presque enregistré ce qui s'est passé. Avait mon téléphone sorti et tout, mais quelque chose m'a arrêté. Quoi? Je ne sais pas. Ça semblait juste mal. Comme si j'aurais fait partie de quelque chose de mauvais si je l'avais fait. Elle le regarda directement. Je pense que c'est ce que tu as ressenti aussi au fond. Mais tu l'as ignoré. Connor le fixa. Elle était jeune, plus jeune que lui-même. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui la faisait paraître plus âgée. Plus sage. Tu as raison, dit-il calmement. Je savais que c'était mal. Tout le temps je savais. Mais je l'ai fait quand même parce que c'était plus facile que de résister. Willow hocha lentement la tête. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait une erreur, une mauvaise, mais tu es encore ici. Tu as encore une chance d'être quelqu'un de différent. Elle se leva. La question est, vas-tu la prendre? Elle s'éloigna, laissant Connor seul avec le silence et la lumière déclinante. Il resta assis là longtemps, pensant au choix. À qui il voulait être? À qui il pouvait encore devenir? Quand il quitta enfin la chapelle, quelque chose avait changé en lui, quelque chose de petit mais significatif. Le premier pas sur une longue route, il ne savait pas où elle mènerait, mais pour la première fois depuis l'incident, il voulait le découvrir. Flynn Garrett reçut 16 ordres de réaffectation un vendredi après-midi, effectifs immédiatement. Il était transféré au Centre de guerre de l'information navale à San Diego, assigné à un projet classifié qui requérait sa combinaison exacte de compétences. Les ordres venaient d'en haut, plus haut que sa chaîne de commandement, plus haut que le commandant Hayes, plus haut que quiconque à Norfolk n'avait l'autorité de questionner. Quelqu'un avait tiré des ficelles en son nom. Il soupçonnait savoir qui. Sur son dernier jour à Norfolk, il se trouva au poste de contrôle où tout s'était passé. Ça ressemblait au même qu'il y a 2 semaines. Les mêmes portes, les mêmes bâtiments, les mêmes lumières fluorescentes. Mais les gardes étaient indifférents maintenant. Plus prudence, plus attentifs, plus conscients que quiconque franchissant ces portes pourrait être plus qu'il n'y paraît. Garrett. Il se tourna. Le maître principal, Caleb Porter, se tenait derrière lui, son visage buriné aussi indéchiffrable que jamais. Maître principal. Entendu que vous partez, San Diego. Oui, maître principal. Porter hocha lentement la tête. Bonne affectation. Travail important. Il s'arrêta. Vous savez qui a fait ça arriver? Flynn hésita. J'ai un soupçon. L'amiral Callahan n'oublie pas les gens qui montrent de l'intégrité sous pression. Elle n'oublie pas non plus les gens qui échouent ce test. Porter regarda le poste de contrôle, ses yeux distants. J'ai vu beaucoup de carrières se terminer dans ce bâtiment. Certaines le méritaient, d'autres non. La différence vient généralement à une chose. Quoi? S'ils ont appris quelque chose? Porter se tourna vers Flynn. L'avez-vous fait? Flynn pensa attentivement à la question avant de répondre. J'ai appris que suivre les ordres n'est pas la même chose que faire la bonne chose. J'ai appris que le silence peut être de la complicité. Et j'ai appris que les gens qui méritent le respect ne ressemblent souvent pas à ce qu'on attend. Un soupçon de ce qui pourrait être de l'approbation traversa le visage de Porter. Alors vous avez appris plus que la plupart des gens n'apprennent dans une vie. Ne le gaspillez pas. Il s'éloigna, laissant Flynn seul au poste de contrôle. Le lendemain matin, Flynn embarqua dans un transport militaire pour la Californie. Sa nouvelle vie attendait de l'autre côté du pays, pleine de défis et d'opportunités qu'il ne pouvait encore imaginer. Mais il emportait Norfolk avec lui. Les leçons, les échecs, le moment où il avait regardé une amirale être humiliée et n'avait pas fait assez pour l'arrêter. Il ferait mieux la prochaine fois, il le faudrait.
L'amiral Ivory Callahan se tenait à la fenêtre de son bureau au quartier général du commandement de guerre navale spécial à Coronado, en Californie. Observant l'océan Pacifique s'étendre vers l'horizon, 2 semaines s'étaient écoulées depuis Norfolk. 2 semaines de briefings, rapports, enquêtes, et le travail discret de chasser une ombre qui semblait être partout et nulle part à la fois. Le téléphone sur son bureau vibra. Amiral, votre rendez-vous de 15h est là. Faites-la entrer. La porte s'ouvrit et une jeune femme entra. Dixon Offense, 3 semaines après le camp d'entraînement, quand l'incident s'était produit. Maintenant, 5 semaines et déjà attirant l'attention de gens qui comptaient. Willow Chen se tint au garde à vous, son uniforme impeccable, ses yeux incertains. Reposez-vous, dit Callahan. Asseyez-vous. Willow s'assit, perquée au bord de la chaise comme prête à bondir à tout moment. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Non, madame. Mes ordres disaient juste de me présenter à ce bureau. Callahan se tourna de la fenêtre et étudia la jeune femme. Il y avait quelque chose là, une qualité qui ne pouvait être enseignée, ne pouvait être entraînée, pouvait seulement être reconnue quand elle apparaissait. J'ai revu vos dossiers. Maren Chen. Miller scores à l'entraînement de base. Excellence Evaluation. Force résultats au test d'aptitude, particulièrement en reconnaissance de motifs et pensée analytique. Elle s'arrêta. Vous étiez présente à l'incident du poste de contrôle de Norfolk. L'expression de Willow scintilla. Oui, madame. Vous aviez votre téléphone sorti. Vous étiez sur le point d'enregistrer ce qui se passait, mais vous avez arrêté. Callahan s'assit en face d'elle. Pourquoi? Willow hésita. Ça ne semblait pas correct. Madame, enregistrer quelque chose comme ça, transformer l'humiliation de quelqu'un en contenu, même si cette personne s'est avérée être... Elle s'arrêta, rougissant, une amirale déguisée. Oui, madame. Callahan hoqua lentement la tête. La plupart des gens à votre place auraient enregistré, l'auraient partagé en ligne avant que les policiers militaires n'arrivent, l'auraient vu comme du divertissement plutôt que ce que c'était, une violation de la dignité humaine. Elle se pencha en avant. Pourquoi étiez-vous différente? Willow pensa à la question longuement. Ma grand-mère m'a élevée. Madame, après la mort de mes parents, elle était une réfugiée du Vietnam, venue en 1975 avec rien. Passé des années à être traitée comme moins qu'humaine à cause de son apparence, de sa façon de parler, d'où elle venait. Elle s'arrêta. Elle m'a appris que comment vous traitez les gens quand personne d'important ne regarde et qui vous êtes vraiment. Et je ne voulais pas être le genre de personne qui transforme la mauvaise journée de quelqu'un en blague. La pièce fut silencieuse. Maren Chen. Dites enfin Callahan. Je vais vous faire une offre. C'est inhabituel, peut-être sans précédent, et vous êtes libre de la décliner sans conséquences négatives pour votre carrière. Les yeux de Willow s'élargirent. Madame, je dirige un programme d'évaluation spécial. Petite équipe. Travail classifié. Opérant dans des environnements où les approches conventionnelles ne marchent pas, nous cherchons des gens avec des qualités spécifiques, intégrité sous pression, jugement indépendant, la capacité de voir ce que les autres manquent. Callahan s'arrêta. Je pense que vous avez ces qualités. Je suis juste une marine. Madame, 3 semaines, 5 semaines après le baise. Vous êtes quelqu'un qui a fait le bon choix quand tout le monde autour faisait le mauvais. C'est plus rare que vous ne pensez. Callahan se leva. Pensez-y. Vous avez 48 heures pour décider. Si intéressé, présentez-vous au bâtiment 7 lundi matin à 6 heures. Sinon, retournez à vos devoirs réguliers et oubliez que cette conversation a eu lieu. Willow se leva lentement, son esprit bouillonnant. Puis-je poser une question? Madame, allez-y! Le programme dont vous parlez. Qu'est-ce que je ferais exactement? Un fantôme de sourire traversa le visage de Callahan. Apprendre. Observer. Développer des compétences que la plupart des gens ne savent pas exister. Elle marcha vers la porte et l'ouvrit, et espérons devenir le genre de personne qui rend la Navy meilleure, juste en faisant partie. Willow sortit dans un étourdissement. La porte se ferma derrière elle, et elle resta dans le couloir, essayant de traiter ce qui venait de se passer. 48 heures. Un choix qui changerait tout. Elle avait déjà pris sa décision. L'enquête sur les brèches de sécurité de Norfolk continua pendant 3 mois. Les agents de la NCIS tracèrent les systèmes compromis à travers des couches de fausses pistes, impasses, et preuves délibérément trompeuses. Ce qu'ils trouvèrent peignait un tableau d'une conspiration qui s'étendait bien au-delà d'une seule base navale. 7 installations avaient été compromises. 17 systèmes de sécurité individuelle avaient été délibérément affaiblis. Quelqu'un avait construit une infrastructure pour quelque chose. Extraction, infiltration, au pire, et il le faisait depuis des années.
La percée vint en février quand un audit financier de routine signala une anomalie dans les comptes d'un officier de renseignement de niveau moyen nommé Robert Keane. Petit paiement soigneusement caché, traçable à des sociétés écrans avec connexion à des services de renseignement étrangers. Keane fut arrêté un mardi matin en marchant vers sa voiture dans le parking du bâtiment administratif de Norfolk. Il ne résista pas, il ne semblait pas surpris. Vous êtes trop tard, dit-il tandis que les agents le menottèrent. Le paquet est déjà parti. Il ne dirait pas ce qu'était le paquet, ne dirait pas pour qui il travaillait, ne dirait rien du tout. En fait, une fois son avocate arrivé, mais l'amiral Callahan avait une théorie. Il n'était pas la source, dit-elle à l'amiral Warren pendant une vidéoconférence sécurisée. Il était un relais, passant des informations en haut et recevant des instructions en bas. Qui que soit qui dirige vraiment cette opération est encore là dehors. D'accord? Nous avons tracé des communications du téléphone jetable de Keane à au moins 4 autres appareils, tous détruits depuis. Quelqu'un a nettoyé la maison au moment où il a été arrêté. Il savait que nous venions. Il semble toujours savoir. Le visage de Warren était sombre. DevGru SED a été pleinement activé. Nous traitons ça comme une menace de niveau 1. Quoi qu'il construisait dans ses installations, ce n'était pas pour de petits buts. Callahan pensa aux lacunes de sécurité qu'elle avait identifiées à Norfolk, les angles morts des caméras, les délais des capteurs, les points d'accès non sécurisés. N'importe lequel aurait pu être utilisé pour infiltrer la base, extraire du personnel ou planter des dispositifs qui ne seraient détectés que trop tard. Nous devons découvrir ce qui a été pris, dit-elle. Ce qu'était le paquet, nous y travaillons. Miles Callahan, la voix de Warren baissa. Ils savent pour vous maintenant. Vos protocoles de couverture, vos méthodes d'évaluation, votre connexion à DevGru, qui n'avait des dossiers sur vous remontant à 3 ans. Je sais, 23 ans. Ils m'ont observé pendant 3 ans. Amaral. Ils ont eu chaque opportunité de m'éliminer, et ils ne l'ont pas fait. Ça me dit quelque chose? Quoi? Qu'ils ne veulent pas me tuer. Ils veulent me distraire, me faire chasser des ombres pendant qu'ils complètent ce qu'ils planifient vraiment. Elle se pencha en avant. Je ne vais pas leur donner cette satisfaction. Warren l'étudia longuement. Vous avez toujours été têtue. Je préfère persistante. Un soupçon de sourire traversa son visage. Très bien, Miss Callahan. Soyez prudente. Quoi que ce soit, c'est plus grand que Norfolk. Plus grand que ce que nous avions réalisé. Je sais. Elle tendit la main vers le bouton pour terminer l'appel. C'est ce qui rend ça valant la chasse. L'écran s'éteignit et l'amiral Ivory Callahan s'assit seul dans son bureau, pensant aux ombres et aux chasseurs et au long jeu qui ne faisait que commencer. Quelque part là-dehors, un ennemi observait, planifiait, attendait le bon moment pour frapper. Mais Ghost observait aussi et elle était très patiente. 6 mois plus tard, la cérémonie eut lieu sur le pont de l'USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus récent et avancé de la Navy des États-Unis. 300 personnels se tenaient au garde-à-vous sous un ciel clair de juin, observant tandis que l'amiral Callahan épinglait de nouveaux insignes sur les uniformes de 12 candidats à la guerre spéciale qui avaient complété un entraînement que la plupart des gens ne savaient pas exister. Parmi eux se trouvait une jeune femme qui, 7 mois plus tôt, n'était qu'une recrue brute avec de forts scores au test et une grand-mère qui lui avait enseigné la dignité humaine. Willow Chen se tenait au garde-à-vous tandis que l'amiral approchait. Son visage inexpressif, mais ses yeux brillants d'une fierté calme. Maître Chen, dit Callahan, épinglant l'insigne de nouveau grade à son col. Vous avez démontré une capacité exceptionnelle, de l'intégrité et du jugement pendant votre période d'entraînement. C'est mon honneur de vous accueillir dans le programme d'évaluation spéciale navale. Merci, madame. Callahan s'arrêta, baissant la voix pour que seule Willow puisse entendre. Votre grand-mère serait fière. La composure de Willow craqua juste un moment. Un sourire scintilla sur son visage avant que la discipline ne se réaffirme. J'espère, madame. Callahan passa au candidat suivant. Mais quelque chose était passé entre elles. Une reconnaissance, une compréhension. L'avenir était incertain. L'ennemi était encore là dehors, encore planifiant, encore attendant. Mais la Navy avait maintenant des gens comme Willow Chen, des gens qui choisissaient bien quand tous les autres choisissaient facile, des gens qui voyaient des êtres humains au lieu de catégories, des gens qui pourraient un jour être prêts à porter le flambeau quand la vieille garde se retirerait enfin. Après la cérémonie, tandis que la foule se dispersait et le pont se vidait, Callahan se tenait à la rambarde. Regardant l'océan qui s'étendait infiniment vers l'horizon, le maître principal Porter apparut à côté d'elle, 2 tasses de café en main. Il en offrit une sans parler. « Merci, maître principal, madame. » Ils se tinrent en silence confortable, observant les vagues et les mouettes
et la vaste étendue bleue qui avait été le domaine de la Navy pendant des siècles? Pensez-vous que ça compte? Demanda enfin Porter. Ce que nous avons fait à Norfolk, les carrières que nous avons terminées, les leçons que nous avons enseignées. Pensez-vous que ça change vraiment quelque chose? Callahan considéra attentivement la question. J'avais l'habitude de croire qu'une personne ne pouvait pas changer un système, que la culture était trop grande, trop enracinée, trop résistante à l'action individuelle. Elle but une gorgée de café. J'avais tort. Madame, une personne ne peut pas tout changer, mais une personne peut changer une chose. Et si assez de gens changent d'assez de choses, elle haussa les épaules. Éventuellement, toute l'image change. Porter hoqua lentement la tête. Les jeunes, Chen est de sa classe. Ils sont différents de nous à leur âge. Mieux. Plus conscience. Peut-être. Plus conscient du poids de l'uniforme. Il s'arrêta. Ils ont vu ce qui arrive quand les gens oublient ce poids. Ils ne feront pas les mêmes erreurs. Non, approuva Callahan. Ils en feront de nouvelles. Des différentes. C'est comme ça que marche le progrès. Vous résolvez les vieux problèmes et découvrez de nouveaux en dessous. Ça semble épuisant. Un rare sourire traversa le visage de Callahan. Ça l'est. Mais c'est aussi la seule chose qui vaille la peine d'être faite. Son téléphone satellite vibra. Elle vérifia l'écran et son expression changea subtilement. Pas de l'alarme, pas de la surprise, mais de la reconnaissance. La chasse était encore en cours. Les ombres bougeaient encore. Le devoir appelle. Maître principal, toujours. Amiral. Elle s'éloigna à travers le pont, ses pas fermes et déterminés, déjà concentrée sur ce qui venait ensuite. Le maître principal Porter la regarda partir, puis se tourna vers l'océan. Quelque part là-dehors, des tempêtes se préparaient. Des ennemis planifiaient. Le monde était plein de gens qui voulaient détruire tout ce que l'uniforme représentait. Mais il était aussi plein de gens comme l'amiral Callahan, comme Willow Chen, comme les milliers de marins et officiers qui mettaient l'uniforme chaque jour et essayaient, cependant imparfaitement, de vivre à la hauteur de ce qu'il signifiait. Ça devait compter pour quelque chose. Porter finit son café et descendit sous le pont. Il y avait du travail à faire, toujours du travail à faire. Et il avait depuis longtemps appris que le seul chemin était en avant. La chasse continuait, l'histoire continuait. Et quelque part dans l'obscurité, Ghost observait encore l'appel téléphonique qui changerait tout vint à 3h17 un jeudi matin. L'amiral Callahan dormait dans ses quartiers sur la base de Coronado quand la ligne sécurisée sonna. Elle était éveillée et répondait en 3 secondes, une habitude de décennies d'alerte de minuit, déploiement d'urgence et conversation qui ne pouvaient attendre le jour. Ghost Actual Amirale. La voix appartenait à l'amiral Warren, et quelque chose dans son ton fit s'asseoir Callahan plus droite. Nous avons trouvé le paquet. Ou, c'est le problème. Warren s'arrêta. Ce n'est pas une chose, c'est une personne, l'un des nôtres. Quelqu'un extrait de Norfolk 3 jours avant votre évaluation. Le sang de Callahan se glaça. Qui, Lieutenant Commandant David Park, officier de renseignement, il a été rapporté UA absence non autorisée, et tout le monde a supposé qu'il avait déserté pour des raisons personnelles. S'avère qu'il a été pris. Le réseau de Keene l'a attrapé et expédié outre-mer avant que quiconque ne réalise ce qui se passait. Est-il vivant? Inconnu, mais nous avons intercepté des communications suggérant qu'il est détenu quelque part en Europe de l'Est. Ils veulent quelque chose de lui, quelque chose qu'il sait que nous n'avions pas réalisé qu'il savait. Callahan était déjà hors du lit. Enfilant des vêtements, à quoi avait-il accès? C'est ce que nous essayons de déterminer. Mais amiral, la voix de Warren baissa. Sa spécialité était l'analyse de pénétration, identifier des faiblesses dans les systèmes ennemis, trouver des entrées que personne d'autre ne pouvait voir. Vous dites qu'il savait comment pénétrer des choses. Je dis qu'il pourrait savoir comment pénétrer tout, y compris nos choses. Si les mauvaises personnes extraient cette connaissance de lui, je comprends. Callahan était habillé maintenant. Se dirigeant vers son bureau, « De quoi avez-vous besoin de moi? Dev Group Sev est briefé en ce moment. Vous êtes le commandant de mission. Rouse en l'air dans 4 heures. » Elle arrêta de marcher. « Amiral, avec respect, je suis une officière de pavillon. Je ne vais plus sur des opérations de terrain. Vous y allez maintenant? Ça vient du secrétaire lui-même. Park vous connaît. Vous avez servi ensemble en 2009. Si quelqu'un peut le sortir en un seul morceau, psychologiquement stable assez pour être utile. C'est vous. » Callahan ferma les yeux. 23 ans de service. D'innombrables opérations, missions, d'innombrables moments où tout dépendait de décisions prises en fractions de secondes. Elle pensait que ces jours étaient derrière elle. Apparemment pas. 4 heures, dit-elle. Je serai prête? Elle termina l'appel et se tint dans l'obscurité de ses quartiers, pensant au lieutenant-commandant David Park, à la connaissance verrouillée dans sa tête,
aux ennemis qui voulaient l'extraire. La chasse était devenue une mission de sauvetage, et Ghost retournait sur le terrain. Tandis qu'elle rassemblait son équipement et se préparait pour l'opération à venir, l'amiral Callahan se permet un moment de réflexion. Les 7 derniers mois menaient à ça. Les inspections, les enquêtes, le lent démêlage d'une conspiration qui descendait plus profond que quiconque n'avait imaginé. Norfolk avait été le début, la pointe visible d'un iceberg descendant dans l'obscurité. Maintenant, elle allait découvrir à quel point c'était profond. Son dernier acte avant de partir fut d'envoyer un message à Willow Chen, nouvellement promue et nouvellement assignée à une position qui la tiendrait informée des développements. Observez tout, ne faites confiance à personne. Et souvenez-vous, la vraie autorité n'a pas besoin d'un badge. 3 heures et 47 minutes plus tard, l'amiral Ivory Callahan embarqua dans un transport militaire bound pour un emplacement qui n'existait pas officiellement pour sauver un homme qui n'était pas officiellement disparu d'ennemis, qui n'était pas officiellement identifié. La chasse évoluait. L'histoire était loin d'être terminée. Et Ghost ne faisait que commencer.